Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, en mai 2017, les Français ont élu un jeune président. Ce président devait moderniser le pays à marche forcée. Il nous disait qu'il avait compris ce qui était bon pour le peuple français. 18 mois plus tard, le voilà pétrifié, dos au mur, confronté à une immense colère des Français. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, avec votre gouvernement, une part de responsabilité. Mais le vrai responsable, il est à l'Élysée. C'est lui qui, le moment venu, devra rendre des comptes aux Français. Ce président, soi-disant vertical, toujours prompt à parler, toujours prompt à donner des leçons, a saisi que sa légitimité démocratique est gravement entachée. Il vous envoie donc au front pour vous faire jouer le rôle du fusible institutionnel. Vous voilà donc contraint, à la tête d'un gouvernement en perdition, d'une majorité KO debout. Oh. Mes chers collègues, seul Monsieur Jacob a la parole. Mes chers collègues, lorsque l'on est dans la majorité et qu'on est obligé de vociférer pour se faire entendre, ça sent le début de la fin. Vous voilà, Monsieur le Premier ministre, obligé d'accepter un débat à l'Assemblée nationale. Comme cela a dû vous être pénible, Monsieur le Premier ministre. Ce débat a un mérite, celui de vous rappeler qu'il existe une représentation nationale dans notre pays. Et oui, il existe une Assemblée nationale avec des députés qui, chacun, de part et d'autre de l'hémicycle, porte une part de la souveraineté nationale. Une Assemblée nationale que vous avez, avec le Président de la République, cherché méthodiquement à marginaliser depuis 18 mois. Songez, mes chers collègues, que ce président qui court le monde n'a jamais pris une minute de son temps pour recevoir les présidents des groupes de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Il n'a, j'ai bien compris, sans doute pas de temps à perdre avec des élus du peuple qu'il juge comme médiocres et inutiles, avec une Assemblée qui ne travaille pas assez vite et dont il veut réduire les membres. Pas plus d'ailleurs qu'il n'avait le temps d'assister au congrès des maires de France, ou encore hier de recevoir les présidents des grandes associations des élus territoriaux. Il nous veut tous à sa botte, inféodé, le doigt sur la couture du pantalon. Puisse cette crise, enfin, lui ouvrir les yeux, vous ouvrir les yeux, Monsieur le Premier ministre, sur le danger majeur d'une révision de la Constitution qui renforcerait les pouvoirs personnels d'un président dont nous jugeons, avec les Français, que la politique et son comportement sont dangereux. C'est justement de cette mauvaise politique dont nous allons parler au cours de ce débat. Une politique, en définitive, à l'image de M. Macron et du macronisme. Le macronisme, c'est une jactance. On parle beaucoup pour ne rien dire, personne ne comprend jamais rien, et c'est d'ailleurs souvent le but recherché. Vous conviendrez que cela donne des motifs de colère et des motifs d'explosion sociale. Oui, Monsieur le Premier ministre, derrière une communication qui a pu faire illusion, vous n'avez engagé en réalité aucune vraie réforme. Vous avez laissé filer les déficits, la dette, vous avez renoncé à vous attaquer à la dépense publique. Tout l'effort, Monsieur le Premier ministre, repose seul sur Monsieur les Jacob Français. a la parole. Seul Monsieur Jacob a la parole. On l'écoute. Merci, Monsieur le Président. Tout l'effort repose sur les Français modestes, sur les classes moyennes qui n'en peuvent plus, qui endurent votre stratégie du matraquage fiscal. Matraquage fiscal des retraités qui ont subi le choc de la CSG, qui vont subir le choc de la non-indexation des pensions à laquelle nous vous demandons de renoncer. Matraquage des classes moyennes, des familles qui constatent au quotidien que tout augmente. Ils ont subi vos coups de rabot sur les allocations familiales, sur les APL. Beaucoup n'ont pas vu la couleur de la baisse de la taxe d'habitation
qui est une véritable bombe à retardement pour le fonctionnement de nos communes. Parmi vos souffres-douleurs, il y a aussi les communes de France qui doivent se serrer la ceinture face à un État qui a renoncé à toute politique d'aménagement du territoire. L'urgence est aujourd'hui de suspendre les fermetures des services publics dans nos territoires et plus particulièrement dans les zones rurales. C'est ce qu'attendent les maires de France, plutôt que le comportement d'un de vos ministres, toujours bien inspiré, qui a encouragé, sinon initié, une campagne indigne de rejet des maires de France qui l'incitait à balancer. Aujourd'hui, dites-vous bien que de plus en plus de Français estiment que vous méritez la même campagne de dénigrement. Vous avez sous-estimé la portée de ces propos qui, ajoutés à tant d'autres, éclairent votre marque de fabrique, le mépris. Ce mépris, les Français ne vous le pardonnent pas. Vous avez perdu la considération des retraités, des familles, des classes moyennes, de celles et ceux qui travaillent pour vivre. Et comme si cela ne suffisait pas, votre gouvernement s'est alors attaqué, toujours avec la même arrogance, aux Français qui ont le malheur de rouler en voiture. Cela a commencé par une mesure venue d'en haut, une mesure hors sol, un caprice personnel, celui d'imposer le 80 km/h sur les routes départementales. Vous avez ensuite durci le contrôle technique, mis en place une politique de taxation complètement délirante, une politique profondément injuste, incompréhensible, adossée à une trajectoire de la taxation du carbone qui va conduire à prélever 45 milliards d'euros de plus d'ici 2022. Si votre objectif, Monsieur le Premier ministre, était réellement de diminuer les émissions de carbone plutôt que de faire exploser le montant des taxes et des impôts, vous n'auriez pas décidé de fermer Fessenheim, puis d'autres réacteurs? Vous auriez mis en place un grand plan de développement des énergies d'origine agricole. Ouvrez les yeux, Monsieur le Premier ministre. Un litre de gazole qui arriverait à 2 €. Arrêtez d'aboyer, mon cher collègue. Prenez la parole si vous la voulez. Continuez, Monsieur le Ouvrez Président. les yeux. Un litre de gazole qui arriverait à 2 €. C'est une folie douce, Monsieur le Premier ministre. Aucune des mesures que vous avez annoncées ne fera passer cette pilule. Un simple report des taxes n'est évidemment pas la solution, puisque c'est presque une provocation. La solution, c'est la suppression pure et simple de toutes les taxes à venir sur les carburants. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que cette colère profonde est le symptôme d'un ras-le-bol fiscal généralisé, mais qu'elle est aussi le cri de Français qui défendent leur mode de vie. Des millions et des millions de Français ont choisi pour eux et pour leurs enfants, comme leurs parents avant eux, de vivre dans des petites communes rurales, dans des bourgs-centres, dans des petites villes de province. Ils aiment la France, ils sont attachés à leur terroir. Ils n'aspirent pas forcément au grand large de la mondialisation débridée. Ils contribuent par leur travail à la prospérité du pays. Ils ne demandent qu'une chose, simple, mais rester étrangère à M. Macron, le respect de ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. La faute de ce président, la vôtre aussi, c'est d'abord ce manque de respect. Oui, les illettrés de Gade, les Gaulois réfractaires, ceux qui ne sont rien, ceux qui roulent au diesel et fument des clopes, et tant d'autres, ont décidé de relever la tête, Monsieur le Premier ministre. Des millions d'autres ont été offensés quand ils ont entendu votre gouvernement sous-entendre que les rassemblements de gilets jaunes étaient des rassemblements de quelques illuminés qui n'avaient que des défauts à vos yeux. Un de vos ministres, toujours le même, toujours aussi inspiré, a osé dire « ce n'est pas parce que vous mettez un gilet jaune qu'il n'y a pas une chemise brune en dessous ». En pariant sur la stigmatisation et d'une certaine manière sur le pourrissement, en étant incapable de répondre au bon moment aux cris de détresse venus de tous les milieux, de toutes les classes sociales, de tous les territoires, vous avez semé la discorde et la violence. Il ne suffit pas aujourd'hui de dire stop à la violence, il faut commencer par ne pas l'attiser en prenant les décisions qui s'imposent. Et elles sont urgentes, ces décisions. Elles auraient déjà dû être prises, car un nouveau samedi de désolation serait impardonnable. Impardonnable de la part d'un pouvoir et d'un ministre de l'Intérieur qui ont été complètement dépassés par les événements. Nous avons assisté
à une faillite sécuritaire samedi à Paris. Pour l'avenir, votre responsabilité. Si vous ne parvenez pas à éviter une nouvelle manifestation et de donner des consignes claires à nos policiers, à nos CRS, à nos gendarmes, à nos sapeurs-pompiers, qui n'ont pas vocation à être des cibles pour des casseurs et des pilleurs, les témoignages que nous recevons d'eux sont glaçants. Derrière ces hommes et ces femmes qui ont enduré l'insupportable samedi à Paris et dans de nombreuses villes de France, il y a des familles. Ne les oubliez pas, Monsieur le Premier ministre. Votre rôle, c'est aussi de les protéger, de leur permettre de se protéger lorsqu'ils maintiennent l'ordre républicain. Le président de la République, qui a rarement hésité à se mettre en scène comme chef des armées, qui a humilié publiquement un grand chef militaire le 14 juillet 2017, a été incapable d'empêcher des scènes de guérilla urbaine sous l'Arc de Triomphe, des scènes de pillage en plein Paris. Honteux, révoltant, inqualifiable, cela restera une tâche de ce quinquennat. Ce qui se touche, ce qui se joue au cœur des prochaines heures, c'est la capacité de M. Macron à endosser le rôle d'arbitre que lui confère la Constitution. C'est à lui, et lui seul, qu'incombe la responsabilité de la crise. C'est donc lui et lui seul qui doit proposer une sortie de crise. Il est dos au mur face à un peuple profondément en colère. Sa responsabilité est historique pour le fonctionnement démocratique, pour la cohésion sociale et républicaine. En a-t-il seulement conscience? Son orgueil, pourtant, ne devrait pas peser bien lourd face aux enjeux essentiels de la France. Paris et la France sont à feu et à sang. Votre gouvernement, jusqu'ici pétri de certitudes, enfermé dans sa tour d'ivoire, à les clés du dialogue, vous devez reculer, même si cela vous est insupportable. Aucune autre option ne s'ouvre à vous. Nous sommes prêts, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes prêts à ce dialogue, prêts à un grand débat national. Mais il ne pourra commencer qu'après l'abrogation définitive des taxes sur les carburants. Il impose aussi que vous disiez avec modestie, et cela vous fera du bien, Monsieur le Premier ministre, que votre politique budgétaire et fiscale n'est pas la bonne, car elle fait baisser le pouvoir d'achat de la grande majorité des Français. Le Parlement pourra alors jouer son rôle, voter un nouveau budget, baisser les taxes et les impôts qui asphyxient nos compatriotes. Nous réclamons une fiscalité juste pour que le travail paye. Viendra ensuite, inévitablement, le temps de la démocratie, le temps où la parole est donnée au peuple. Nous pensons sincèrement qu'il faudra, d'une manière ou d'une autre, donner la parole aux Français, pour une raison simple, qu'ils puissent dire souverainement ce qu'ils pensent du président de la République, de votre gouvernement et de votre politique. À vous de trouver les mots et les décisions pour éviter les pires. Vous pensiez, Monsieur le Premier ministre, continuer sans rien changer. Vous pensiez faire sans nous, sans les syndicats, sans corps intermédiaire, sans personne. Mais vous êtes maintenant bien seul. Ce n'est plus seulement un profond changement de cap qui est nécessaire, c'est un changement de votre façon de gouverner. Votre gouvernement doit cesser de rejeter par principe ce qui vient de l'opposition. Depuis 18 mois, nous avons été force de proposition sur tous les sujets, sur le budget, sur les impôts, sur la dépense publique, sur la sécurité, sur la lutte contre le terrorisme, sur la santé et tout récemment sur un sujet qui aurait dû nous rassembler, celui du handicap. Mais vous n'acceptez jamais rien. Vous refusez tout. Comment, Monsieur le Premier ministre, expliquez-vous cette rigidité? Est-elle la marque d'un pouvoir qui pense avoir raison seul contre tous? Est-elle le prix à payer de votre trahison politique du printemps 2017? Qu'est-ce qui explique un tel dogmatisme, un tel aveuglement, un tel entêtement de votre part? Mais, Monsieur le Premier ministre, parce que les circonstances l'exigent, nous sommes prêts, très clairement, au groupe des Républicains, à vous tendre la main. Parce que plus que tout, nous souhaitons un retour au calme. Nous souhaitons de l'apaisement. La colère est légitime, mais la violence est inacceptable. Aucune cause, si noble soit-elle, ne peut justifier la violence à quelque moment que ce soit.
Mais à vous maintenant de prendre cette main qui vous est tendue, à vous de répondre à nos propositions. Ces propositions, nous les avons faites, refaites sans cesse depuis octobre 2017. Elles sont constantes. L'abrogation des taxes sur le carburant, celle du 1er janvier et celle à venir. L'abandon de la désindexation des retraites et des allocations familiales. L'annulation de la hausse de la CSG sur les retraités et la défiscalisation complète des heures supplémentaires pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés et de la compétitivité aux entreprises. Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas traiter une fois de plus les propositions qui vous ont faites avec mépris, en restant campé sur vos positions. Sinon, bien sûr, la question de votre maintien à Matignon va très vite se poser. Mais vous l'avez compris, pour moi, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que le feu continuera à couver, c'est que la crise ne s'arrêtera pas. Vous l'avez compris, Monsieur le Premier ministre, pour nous, le compte n'y est pas. Nous voterons donc contre vos propositions dont l'insuffisance, à ce stade, démontre que vous n'avez pas pris la mesure de l'exaspération et de la colère des Français. Merci. Merci, Monsieur le Président Jacob.